Hello, hello, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est reparti pour une nouvelle semaine et on va repartir pour la suite de nos aventures dans les microprocesseurs un petit peu d'anthologie. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer déjà toutes les personnes qui sont déjà dans le chat. Je vois qu'il y a Mémoire Morte. Salut Nidouille, alias Nida. Des bisous, ça fait plaisir de te voir. Léa Linux, pour une fois que tu es présent en live. Ah, l'ami Léa Linux, on se voit de temps à autre, en physique, IRL, comme on dit, mais ça fait plaisir de t'avoir en live. Salut Dominique, Stéphane Philippard, apparemment tu kiffes ma playlist de musique 8 bits, donc je t'enverrai ça avec plaisir. Caroline, salut Caroline, j'imagine qu'en ce moment tu es en train de m'écouter en train de faire du sport, peut-être bien. René, alias Hugla, Chavenet, salut Chavenet, et puis je vois Zerix 5642, toujours les habitués Hyperprankix, Merofled, Yasta35, bah écoutez, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé déjà deux bonnes dernières semaines. Et puis, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu live, puisque je donnais des cours, et la semaine prochaine, il n'y aura pas live, puisque je vais aussi donner un cours. Et donc la dernière fois, on avait parlé du 6502 et juste la fois d'avant, on avait parlé du Z80, donc des processeurs mythiques d'anthologie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler évidemment du fameux, du mythique, du légendaire. Je n'ai même pas de superlatif pour le décrire puisque c'est le Motorola 68000. Je sais que pour les anciennes et les anciens qui sont dans le chat, ce petit nom doux résonne à vos oreilles. Ça rappelle des petites choses dans les années 80-90. Ces petites choses qui sont les Amiga, les Atari ST et que sais-je encore, j'en passe et des meilleurs. Et évidemment, comme dit Léa Linux, c'est aussi celui qui est utilisé sur la Mega Drive et beaucoup d'autres consoles, des bornes d'arcade, mais aussi du matériel industriel, du matériel militaire dans l'aéronautique, les Macintosh, les premiers Macintosh, les premières stations Sun aussi qui étaient basées donc sur des dérivés, enfin des dérivés des successeurs du 68000. Enfin bref, c'est un microprocesseur mythique et assez légendaire pour plein de bonnes raisons. Déjà, je vais vous présenter un petit peu à quoi il ressemble. Donc le 68000, c'est ça. Voilà, c'est ce joli processeur dans un boîtier 64 broches. Et donc c'est un 68000, celui-ci qui était un prototype. Donc, et on voit que c'est un prototype. Pourquoi? Je vais vous zoomer, vous partager ça même et vous zoomer dessus. Je vais partager déjà hop, mon écran. Voilà. Et pourquoi ici, il y a le sigle MACSS. Alors, MACSS, qu'est-ce que c'est donc que ce sigle? Ce sigle, c'est un sigle qui a été donc inventé par Motorola, qui signifie tout simplement Motorola Advanced Computer System on Silicon. Tout simplement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 68000, c'est un processeur qui a été pensé pour en fait contrer ce qui se passait sur le marché de l'époque. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'époque, il y a le 6502 qui est arrivé, le Z80 à peu près dans la foulée, c'est à peu près les mêmes années, hein, 75, 76. Et donc, ce sont des processeurs 8 bits qui ont fortement révolutionné le marché parce que déjà relativement abordables en termes de tarifs et avec des fonctionnalités qui étaient assez intéressantes pour l'époque pour pouvoir construire donc des micro-ordinateurs relativement peu onéreux, j'ai envie de dire, mais aussi des consoles de jeux vidéo, etc., etc. Et en fait, je vous parlais la dernière fois du 6502, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la dernière fois, vous avez tout, je vous mettrai les liens dans la description, en tout cas vous avez le replay sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à aller vous abonner, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Et puis d'aller poser des petits commentaires. De temps à autre, je réponds à tous les commentaires, même les commentaires. Enfin, en tout cas, pas aux commentaires, pardon, qui sont agressifs. Ça, je n'y réponds pas.
Et donc, je disais, quand j'ai parlé du 6502, 6502 est arrivé, donc il a un peu tué le marché, dans le sens où il est arrivé sur un marché en mettant un prix qui était assez agressif, et pour contrer finalement les prix très élevés du Motorola 6800, donc, qui avait été imaginé un peu, puisque le 6502, je le rappelle, était une émanation créée par MOS Technologies qui est une réponse au Motorola 6800. Et donc, Motorola, histoire de se remettre un petit peu de tout ça, commence à entendre parler, Colin Crook, qui était le directeur des opérations à l'époque chez Motorola, commence à entendre parler de rumeurs. Des rumeurs d'un microprocesseur, notamment chez Zilog, le Z8000, d'un microprocesseur 16 bits. Et là, évidemment, bah, il va falloir quand même répondre à ça, parce qu'on peut pas se laisser déborder et par le 6502 et par le Z80, et puis ensuite de se faire prendre le marché du 16 bits, voire du 32 bits plus tard. Et donc, il a fallu créer une réponse à ces nouveaux arrivants. Et je le rappelle, hein, à l'époque, c'était essentiellement des rumeurs hein, qui émanaient. Mais bon, des rumeurs, j'imagine, avec un petit peu d'espionnage industriel, donc parce que les rumeurs sont toujours un petit peu fondées, j'ai envie de dire. Je réponds à Nidouille qui est dans le chat. D'ailleurs, le Z80 est toujours fabriqué, mais effectivement plus par Zilog. Oui, oui, le Z80, il est plus fabriqué par Zilog depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis 2024. Mais on trouve des secondes sources sur le marché. Salut Laurent, Laurent Chilus qui vient d'arriver. Et donc, ce que fait Motorola, ils essayent d'avoir une réponse assez intéressante. Et cette réponse, ça va être le projet MACS, donc Motorola Advanced Computer System on Silicon, avec un monde super accent. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir créer un microprocesseur 16 bits, voire un peu plus performant que ça, pour pouvoir répondre à la demande du marché d'une part, puisque, je le rappelle, on arrivait vers la fin des années 70. Le 68 000 est arrivé en 1979, donc ça commence à faire un petit peu de temps, mais à l'époque, le marché commençait à évoluer tout doucement des microprocesseurs, des premiers microprocesseurs 8 bits vers des microprocesseurs 16 bits, puisque sur le marché, il y avait une forte demande qui arrivait sur tout ce qui était construction d'ordinateurs un petit peu avancés, de stations de travail et de matériel, on va dire. J'en reparlerai tout à l'heure de certains matériels, notamment dans l'aéronautique. Et donc, Motorola a planché sur ce microprocesseur, mais cette fois-ci en essayant de garder certains concepts qui étaient issus du 6800 et dont le 6502 a évidemment hérité, et notamment le fait d'avoir un jeu d'instructions qui était relativement orthogonal. Alors, je rappelle l'orthogonalité d'un jeu d'instructions. C'est la capacité à pouvoir avoir différents modes d'adressage simplement en changeant quelques bits dans les opcodes qu'on va appeler. Donc ça va permettre de pouvoir décaler les opcodes quelque part dans la grille d'opcode et de pouvoir changer le mode d'adressage. Là, par exemple, l'adressage pour accéder à de la donnée en mémoire immédiate, en mémoire indexée, en mémoire segmentée, que sais-je encore. Voilà. Et donc cette orthogonalité est le fait d'avoir finalement dans le jeu d'instructions des instructions qui sont rangées de façon extrêmement logique, et simplement, donc, en changeant quelques bits dans les opcodes, ça nous permet de nous décaler dans ce jeu d'instructions et d'accéder à des modes d'adressage différents, simplement avec exactement les mêmes paramètres, entre guillemets, et la même façon d'encoder les opcodes, hormis quelques bits. Voilà. Et donc, le 6800 avait inauguré déjà cette partie d'orthogonalité du CPU, et qui avait été reprise notamment dans le 6502, contrairement au Z80, qui est un jeu d'instruction qui est pas vraiment orthogonal pour le coup. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le Z80. Et donc est arrivé ce fameux projet du Motorola 68000, donc un processeur 1632 bits, donc je vais vous présenter le pinout qui est juste ici, voilà, là par là, voilà, le pinout. Donc c'est un processeur, donc là on est sur un boîtier qui est 64 broches, et donc comme je le disais, processeur 1632 bits, pour la simple et bonne raison, c'est que tout le cœur du microprocesseur fonctionne en 16 bits. Donc, c'est-à-dire que l'ALU, l'unité arithmétique et logique, est en 16 bits, mais est capable d'effectuer des opérations sur des données 32 bits. Pour cela, elle va juste doubler le nombre de cycles, comme le fait d'ailleurs le Z80 dans une certaine mesure, qui est capable de manipuler des données 8 bits, mais aussi 16 bits en multipliant le nombre de cycles. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, l'ALU du Z80 n'est pas une ALU 8 bits, mais 4 bits. Voilà, juste pour la petite histoire.
Et donc, là, je vous présente donc le boîtier Dual Inline classique du 68000 tel qu'il est arrivé sur le marché. Mais évidemment, il est arrivé beaucoup plus tard aussi sur d'autres formes, hein, les formes QFP, vous savez, les petits rectangles, enfin, ou les petits carrés avec des broches tout autour. Voilà, donc il existe différents facteurs de forme, mais le premier c'était du Dual Inline très, très classique. Et donc sur lequel on va retrouver les lignes d'adresse numérotées A0 à A23. Alors, bien que ce soit un processeur 1632 bits et qu'il soit capable de manipuler des adresses mémoire en 32 bits, il faut savoir que le 68000 avait une limitation, c'était de n'exposer que 20 bits, que 24 bits d'adresse au niveau de son boîtier, donc ce qui nous permet d'adresser déjà pour l'époque 16 mégaoctets de mémoire. Donc aujourd'hui ça nous paraît dérisoire, mais pour l'époque c'était déjà énorme. Et le fait de ne pas avoir mis toutes les broches, les 32 bits de broches de bus d'adresse à disposition, c'est simplement pour faire des économies de production et d'avoir des économies d'échelle sur la production du CPU. Et ensuite, on va retrouver les données, le bus de données 16 bits, donc D0 à D15, donc qui nous permet d'aller chercher toutes les données au format 16 bits dans la mémoire. Et notamment, comme je disais, même si on est capable de pouvoir traiter en 32 bits en interne, ce qui veut dire qu'on est obligé de doubler le nombre de cycles et d'accès à la mémoire pour pouvoir récupérer une valeur 32 bits. Et puis, on va exposer un certain nombre d'autres broches, donc des broches qui permettent d'aller, comment je dirais, activer les plages mémoire, de faire du reset, les broches aussi IPL qui sont les broches d'interruption, il y a 3 broches d'interruption, et puis quelques autres broches dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, surtout pour le fonctionnement interne. Donc voici, donc le pinout, il est quand même relativement simple, facile à mettre en œuvre. Et donc ce processeur, comme je le disais, est arrivé donc avec une capacité donc, de pouvoir traiter du 16 bits, du 32 bits. Et ça, c'était assez avancé à l'époque, dans le sens où le fait d'avoir cette capacité de calcul 16-32 bits, d'avoir un jeu d'instructions orthogonal extrêmement bien pensé, avec toutes les instructions qui sont vraiment nécessaires pour pouvoir faire un ordinateur ou un système, on va dire, qui puisse traiter du 32 bits, c'était quand même assez innovant à l'époque, notamment pour le coût pour lequel il est arrivé sur le marché, puisque le 68000 est arrivé sur le marché à un coût d'environ 295 $ si ma mémoire est bonne, plus ou moins, lors de sa mise sur le marché en 79, et en 1981, le prix avait déjà chuté de moitié puisqu'il était disponible aux alentours de 150 $, et bien moins d'ailleurs si on achetait en volume. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand Apple a voulu créer son premier Macintosh. Et même d'ailleurs avant ça, il y avait l'ordinateur, le Lisa, mais le Macintosh était vraiment la première machine vendue à l'échelle. Et donc, ils ont négocié de très forts volumes auprès de Motorola qui ont permis de faire diminuer très rapidement les prix. Donc, pour en revenir sur le 68000, je vais vous afficher son bloc diagramme. Donc, le bloc diagramme du 68000, il est relativement simple. Vous avez d'un côté la gestion du bus d'adresse que vous allez voir donc plutôt sur la partie gauche, et sur la partie droite la gestion du bus de données. Alors le bus d'adresse, on voit qu'on a à disposition un certain nombre de registres, que ce soit d'adresse ou de données. On a à disposition 8 registres d'adresse et 8 registres de données, ce qui est quand même assez énorme pour l'époque, puisque ça nous permet d'avoir accès à un nombre relativement conséquent, je dirais, de registres à usage généraux. Ces registres, on peut les utiliser, que ce soit pour les bus, le bus d'adresse ou les bus de données, un petit peu de la façon dont on veut, hormis, je tiens à noter, le registre A7, où vous voyez, il y a une petite mention qui est juste à côté, USP et SSP, tout en bas à gauche. Alors, le registre A7 est en fait utilisé comme pointeur de pile, et donc c'est un registre qui est vraiment dédié à la gestion de la pile. Donc là où on va empiler les données lorsqu'on a fait des appels à des sous-routines ou ce genre de choses. Donc, hormis cette spécificité du registre A7, tous les autres registres d'adresse, on va pouvoir les utiliser un petit peu comme bon nous semble. Et le fait d'avoir beaucoup de registres d'adresse, ça nous permet aussi de pouvoir simplifier le code pour pouvoir accéder à différentes zones mémoire avec différents types d'adressage
et j'en passe. Et sur la partie, registre de données, on a 8 registres de données à usage généraux, donc D0 à D7, donc de la même manière que l'on peut employer un petit peu comme on veut. Et ça, c'est une vraie force, je pense, d'avoir autant de registres à disposition. Je rappelle que le 6500D avait globalement 3 registres, hein, le registre de l'accumulateur, le A, et le registre X, le registre Y, et le Z80 que quelques registres A, F, B, C, D, E, H, L, qui sont des registres 8 bits qui pouvaient être combinés ensemble pour faire AF, BC, DE et HL. Donc, et puis on avait les registres d'index X, Y, mais ce qui était beaucoup plus faible en termes de capacité d'exploitation par rapport à un 68 000 qui est beaucoup plus avancé. Alors, on a aussi accès à un registre d'état, on le voit là-haut, c'est le CCR, et donc on a aussi accès à des modes de fonctionnement qui sont bien distincts. Et ça, c'était une grande innovation à l'époque pour le 68 000, et c'est d'ailleurs pour ça que ce qui a fait son succès par la suite, c'est qu'on est capable de travailler dans 2 modes bien distincts. On a le user mode, donc qui nous permet donc d'exécuter nos programmes, d'écrire nos programmes et d'exécuter ces programmes, et on a le mode superviseur qui nous permet donc de pouvoir superviser ce qui est exécuté à la manière d'un mode protégé, je dirais, sur les processeurs, par exemple x86 historiques ou d'autres processeurs. L'avantage d'avoir ces 2 modes de fonctionnement, c'est qu'on a accès à une protection mémoire et donc la possibilité aussi de virtualiser, si j'ose dire, un petit peu le fonctionnement, donc de pouvoir mettre en place un système d'exploitation qui fonctionne en mode préemptible et donc qui est capable de faire fonctionner des process en tâche de fond supervisés par un système d'exploitation de ce nom. Voilà. Et le fait d'avoir ces 2 modes, ça nous permet d'avoir donc plusieurs modes d'adressage. Le mode d'adressage, on peut aller adresser les données en espace utilisateur, on peut aller adresser le code en espace utilisateur, on peut aller adresser les données en espace superviseur et le code en espace superviseur. Et donc, le code qui est exécuté en mode user est supervisé par du code qui fonctionne en mode superviseur. Et donc, le mode superviseur, souvent, va être dédié à la mise en place d'un système d'exploitation qui va pouvoir aussi mettre en place toutes les protections nécessaires pour pouvoir avoir des programmes utilisateurs qui fonctionnent avec un niveau de sécurité qui soit relativement avancé. Ça, c'est assez innovant à l'époque et ça a été mis en place de façon relativement simple, j'oserais même dire un peu simpliste dans ce processeur à l'époque, mais il faut rappeler qu'à l'époque, c'était une grande innovation. C'était réservé, ce genre de choses, à ce qu'on appelait les mini-ordinateurs, comme les decks PDP, ce genre de choses, le fait de pouvoir avoir un espace séparé entre le user mode, le user land et le kernel mode, donc la partie supervision du système d'exploitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, il y a un petit problème d'implémentation dans le 68 000 historique qui empêche finalement d'avoir la possibilité d'avoir un mode virtualisé, supervisé, complet, pour la simple et bonne raison, c'est que d'ailleurs c'est un concept qui s'appelle le concept de Popek et Goldberg, qui permet de définir toutes les caractéristiques nécessaires pour un microprocesseur pour pouvoir créer un système d'exploitation totalement protégé et supervisé. Et en fait, la petite erreur de conception, c'est qu'on a la possibilité d'aller lire le registre de statut. Et le fait est, c'est que ce registre de statut, il n'est pas virtualisé au sens du microprocesseur. Et ça empêche de pouvoir déclencher une exception quand du code utilisateur lit ce registre pour pouvoir lui présenter des données qui seraient sous la supervision du système d'exploitation. Donc ça, c'est un tout petit défaut qui aura été corrigé d'ailleurs par la suite dans les versions suivantes du 68 000. Mais en revanche, tout ce mode, le mode superviseur, le mode utilisateur, a largement été utilisé dans des systèmes d'exploitation, et notamment, je pense, au système d'exploitation de l'Amiga. Si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui ont connu cette machine un petit peu mythique, l'Amiga avait un système d'exploitation préemptif. Donc ça veut dire qu'on pouvait avoir plusieurs tâches qui fonctionnaient entre guillemets en parallèle. Donc on avait du multitâche préemptif.
Et donc il y avait le système d'exploitation de l'Amiga qui permettait donc de superviser toutes ces tâches et d'aller distribuer le temps de calcul nécessaire à toutes ces tâches. Donc avec une forme de protection de la mémoire dans une certaine limite, pour la simple et bonne raison, parce que le 68000 n'est pas équipé d'une MMU, donc d'une unité de gestion de mémoire qui permet de virtualiser complètement la mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait être complété justement avec une unité de virtualisation de la mémoire qu'on pouvait adjoindre au 68000. Donc, une fois que je vous ai montré ça, je voudrais vous montrer aussi le die. Je vais vous partager mon écran ici. Je vais afficher le die du CPU. Hop, et je vous partage mon écran. Donc voici le die du CPU. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, le 68000, pourquoi est-ce qu'il s'appelle 68000? Pour la simple et bonne raison, c'est que c'était un successeur 1632 bits du 6800. Et aussi, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il était composé d'environ un peu plus de 68 000 transistors. Et là, vous voyez, le die shot tel qu'il a été pris sur un 68 000 historique qui a été donc décapé et sur lequel on a fait un die shot. Donc là, on va retrouver un certain nombre de blocs que je vais vous présenter juste après très rapidement. Comme je l'avais fait pour le 6502 et le Z80, là effectivement on est sur une architecture qui est quand même beaucoup plus complexe que le 6502 et le Z80 que je vous avais présenté, qui étaient eux composés de quelques milliers de transistors. Là on en a quand même 68 000 et il y a beaucoup plus de registres à disposition et beaucoup plus d'unités de gestion technique au niveau de l'ALU, des entrées-sorties, de la gestion mémoire, etc. Donc je vais vous afficher les blocs ici. Et donc, on va retrouver un certain nombre de blocs fondamentaux. Donc, en haut, on a la gestion de l'horloge, on a la gestion des timers, on a la gestion, ici, je vais vous zoomer dessus, de la logique qui permet de manipuler les bus. On a toute la partie de gestion des branches, c'est ce qui permet l'orthogonalité notamment du jeu d'instruction, puisqu'on a toute une PLA, donc Programmable Logic Array, donc qui permet d'aller décoder un certain nombre de bits qui permettent donc de déterminer les modes d'adressage. Et vous avez, comme c'est une architecture CISC, donc non pas RISC, CISC, donc Complex Instruction Set, on a une ROM qui contient le microcode du microprocesseur qui permet donc, en fonction de l'instruction qui est lue, la prochaine instruction qui est lue, d'aller la décoder et ensuite d'aller exécuter, d'aller, on va dire, adresser les différents blocs ici présents. Donc on a la partie ALU qui est ici, voilà. On a la partie de gestion de contrôle et en bas, on a toutes les parties qui permettent de gérer les adresses et les données. Donc en gros, pour faire simple, les registres de façon générale. Donc là, on voit qu'on est sur une architecture qui est quand même un poil plus complexe que les processeurs que je vous avais présentés les dernières fois, mais qui permet aussi de pouvoir avoir accès à une puissance de calcul et une facilité de programmation qui est quand même bien plus avancée. Comme je le disais, on a virtuellement accès à l'époque, tout début des années 80, à 16 mégaoctets de mémoire vive. Alors 16 mégaoctets, comme je le disais tout à l'heure, ça nous paraît dérisoire, mais pour l'époque, c'était énorme. Le coût de la mémoire était énorme. Et 16 mégaoctets, c'était des choses qu'on pouvait retrouver sur des mini-ordinateurs. Donc plutôt des gros, ce qu'on pourrait appeler des supercalculateurs aujourd'hui, mais de l'époque, qui permettaient donc de pouvoir avoir accès donc, à du temps partagé, à beaucoup de choses qui tournent en mémoire, des bases de données, que sais-je encore, etc. D'ailleurs, salut Maury, bienvenue à toi dans le chat. Et tout ça pour dire que cette capacité donc de pouvoir adresser beaucoup de ressources a été aussi la possibilité de construire des nouveaux systèmes. Donc, au tout début des années 80, enfin au milieu des années 80, les machines comme l'Amiga, les machines comme l'Atari ST, qui par défaut étaient souvent livrées avec 512 kilooctets ou 1 mégaoctet de mémoire, mais qui pouvaient être étendues, bien évidemment, avec des cartes add-on à beaucoup plus de mémoire, 2 mégas, 4 mégaoctets, etc. Et ça, c'était quelque chose qui était assez avancé pour l'époque, puisque quand l'IBM PC est arrivé sur le marché, je rappelle que l'IBM PC et les premiers IBM PC sont arrivés avec 64K ou 128K de mémoire. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'IBM PC. L'IBM PC, donc je rappelle que IBM avait pour projet au tout début des années 80 de sortir un micro-ordinateur relativement
allez, je vais dire peu coûteux en mettant des gros guillemets, hein, relativement peu coûteux, à destination essentiellement des professionnels et puis pourquoi pas du grand public. Et donc ce microprocesseur, c'est l'IBM PC, 5150 tel qu'il est arrivé en 1981. C'est ce qui a entre guillemets «commencé à révolutionner un petit peu, le marché, domestique» dans le sens où en même pas 20 ans de temps, c'est devenu le standard de facto. Faut rappeler qu'à l'époque, tout l'écosystème de l'informatique était complètement éclaté, hein. On avait donc, les Amstrad, les Amiga, les Atari ST, les C64, que sais-je encore. Enfin, il y avait des dizaines, si ce n'est des cinquantaines ou centaines de machines différentes sur le marché, toutes incompatibles, les unes, entre elles. Et l'idée d'IBM, c'était d'arriver avec une machine, qui soit, relativement, allez, je vais dire peu onéreuse parce que c'était pas vraiment le cas à l'époque, c'était quand même relativement onéreux à acheter, mais peu onéreuse, mais standard et d'en faire, quelque chose qu'un constructeur pouvait construire, simplement, avec la licence nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même révolutionné le marché micro domestique. Et si je vous parle de ça, c'est que historiquement, quand IBM a voulu concevoir cet ordinateur, il s'est posé la question du microprocesseur. Il a imaginé pouvoir utiliser un Z8000, donc qui était le successeur 16 bits du Z80, mais qui n'était pas aussi avancé qu'il le souhaitait. Ils ont imaginé vouloir utiliser le 68000. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 68000 était un très bon candidat, pour être, le microprocesseur de l'IBM PC à l'époque, en lieu et place du vénérable 8088. Et donc, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce choix? Pour la simple et bonne raison, c'est que donc le 68000 venait d'arriver sur le marché. Il était encore assez jeune et toute la circuiterie qui pouvait aller autour n'était pas encore, complètement sèche. C'est-à-dire, tout ce qui était, les circuits de gestion des entrées-sorties, de gestion de DMA, tout ça et cetera. Tout l'écosystème autour du 68000 n'était pas encore assez mature pour que IBM, puisse jeter son dévolu sur le 68000. Mais imaginez si, à l'époque, le premier IBM PC, avait été, équipé d'un 68000, bah, probablement qu'on n'en serait pas aujourd'hui à utiliser, des x86 et maintenant des x86-64, peut-être qu'on utiliserait, autre chose. Alors, je lis ce qu'il y a dans le chat. IBM PC ne fut pas le premier micro-ordinateur chez IBM. Peut-être pas le premier micro, mais le premier micro PC, je crois que si, mais en tout cas, corrigez-moi si je me trompe. Et pour moi, l'IBM 5150, c'est le premier ordinateur IBM PC, compatible PC, qui est arrivé sur le marché, qui respectait le standard PC, Personal Computer, créé donc par IBM. Il me semble, hein, corrigez-moi si je me trompe. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, à mettre ça en commentaire. Je peux me tromper. Mais je suis quasiment sûr que le 5150, c'était le premier PC d'IBM. Donc tout ça pour dire que on a failli avoir des ordinateurs, des PC. Aujourd'hui, peut-être, on aurait des laptops qui seraient équipés de descendants du 68000, mais l'histoire en a voulu autrement. Peut-être parce que Motorola n'a peut-être pas été assez agressif sur l'écosystème autour des puces du 68000, quand Intel proposait un 8088 ou un 8086 à l'époque, qui était nettement moins performant, nettement moins avancé, notamment sur le nombre de registres, la gestion mémoire, etc. Par contre, il y avait un écosystème tout à fait complet de puces qui pouvaient épauler ce microprocesseur, notamment je pense au PIO, à Parallel Input Output, au contrôleur DMA, au compteur en temps réel, etc., etc., parce qu'il y avait un certain nombre de puces sur les PC de l'époque qui géraient tout ça et qui faisaient partie de l'écosystème Intel. Voilà pour cette petite parenthèse. Et donc, pour en revenir donc à notre 68000, ce qu'il faut savoir, c'est que le 68000 a quand même eu une très 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 belle vie. Ce 68000, donc, comme je le disais, il a équipé un certain nombre d'ordinateurs domestiques, mais aussi de consoles. On peut penser à la Mega Drive qui a été évoquée tout à l'heure dans le chat. Cette Mega Drive qui était équipée d'un 68000 et épaulée d'un tadam, Z80 pour gérer le son, mais aussi on peut penser à la Rolls-Royce des consoles qui est arrivée au tout début des années 90, la Neo Geo,
qui, de la même manière, est équipé d'un Motorola 68000, épaulé d'un tadam, Z80 pour le son. Pardon. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir que cette architecture du 68000 épaulée par un autre processeur 8 bits, euh, typiquement le Z80, c'était quelque chose qui était assez courant à l'époque, puisque j'en ai parlé là pour la Mega Drive, la Neo Geo, mais de nombreuses cartes de bornes d'arcade étaient équipées d'un ou deux 68000 et très souvent épaulées par un ou deux Z80 qui souvent allaient gérer les entrées-sorties et le son. On pourrait sortir des références, il y en a vraiment, il y en a des tas et des tas. Si ça vous intéresse, allez dans le code source du fameux logiciel MAM qui permet donc d'émuler un grand nombre de consoles et de bornes d'arcade. Vous verrez que c'était une configuration qui était retenue à l'époque et qui était assez courante. Pour la simple et bonne raison, c'est que le 68000 permettait en tant que processeur principal de pouvoir gérer facilement le code du jeu avec une puissance de calcul relativement confortable et une capacité d'adressage mémoire qui était plus que confortable, je le rappelle. Au minimum 16 mégaoctets pour pouvoir, sur la version standard du 68000. Il y a eu d'autres versions qui ont été produites avec les broches manquantes qui ont été ajoutées, mais il y a eu des versions aussi cost-down, comme le 68008, qui ont été produites avec moins de lignes de bus sur le bus d'adresse, justement pour faire des économies. Mais donc, très 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 souvent, on a eu le 68000 en CPU centrale, et parfois même plusieurs 68000, parfois deux 68000 qui fonctionnaient de concert l'un et l'autre, avec un ou plusieurs Z80 sur les cartes mères qui permettaient donc de gérer tout ce qui était périphérique, les entrées-sorties, et souvent, très souvent pour gérer le son. Donc ça, c'est une architecture qui était assez commune à l'époque. Et là, je vois que ça discute dans le chat. La Jaguar aussi a un 68000 en CPU centrale avec deux ASIC Tom et Jerry en renfort. Ouais. Stéphane qui dit qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver la Neo Geo. La Neo Geo, elle a fait rêver un grand nombre d'entre nous qui étions ados à l'époque, puisque c'était la Rolls-Royce des consoles. Une console avec des caractéristiques à faire pâlir toutes les bornes d'arcade, puisque pour la simple et bonne raison, c'est que la Neo Geo AES était issue de la Neo Geo MVS, qui était finalement une Neo Geo pour borne d'arcade, et c'était exactement le même matériel. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le sujet. Hop, voilà ma petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que SNK, quand ils ont construit cette console, ils avaient donc la version borne d'arcade et la version donc home, donc qu'on l'on pouvait avoir chez soi, et c'était globalement quasiment stricto sensu exactement le même hardware. Et la seule chose qui empêchait de pouvoir prendre les cartouches de borne d'arcade, les jeux de borne d'arcade pour les mettre sur nos machines à la maison, c'était d'avoir un détrompeur mécanique ou un form factor de... Je ne sais plus si c'est un détrompeur mécanique ou un form factor de cartouche qui était différent justement pour nous empêcher de pouvoir utiliser l'une ou l'autre, puisqu'elles n'étaient pas forcément vendues avec le même prix, avec les mêmes limitations géographiques et j'en passe. Et donc, mais on avait globalement la puissance d'une borne d'arcade à la maison, mais alors avec un prix qui était énorme, puisque la console à l'époque coûtait l'équivalent, je crois l'équivalent d'un SMIC peut-être, et chaque jeu coûtait presque l'équivalent d'un demi-SMIC ou d'un SMIC, enfin c'était énorme. Donc évidemment, c'est une console qui a eu un succès plutôt confidentiel, et je parle même pas que de France, hein, partout dans le monde, parce qu'elle était extrêmement onéreuse, mais permettait d'avoir accès à des jeux qui étaient assez incroyables. Et donc Stéphane, tu dis un pote l'avait, j'ai voulu me faire adopter. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah nous, on en rêvait. Moi, je rêvais de la Neo Geo en la regardant dans les journaux. Et effectivement, la Neo Geo a une architecture matérielle qui est assez intéressante, puisque basée sur 68 000 qui permettait donc de pouvoir gérer le jeu, hein. C'était vraiment le processeur central pour faire tourner le jeu, mais elle était épaulée par de nombreux coprocesseurs, notamment coprocesseur graphique, un Z80 pour gérer notamment le son, et un processeur sonore plutôt avancé à l'époque. Et donc, en fait, toute cette accélération matérielle faisait que, en fait, le 68000 permettait de se focaliser essentiellement sur le code du jeu, et c'est ce qui permettait d'avoir donc des jeux extrêmement fluides qui tournaient à 60 fps et puis avec une réactivité assez incroyable.
Et c'était vrai aussi d'ailleurs pour, dans une certaine mesure, pour certaines machines comme l'Amiga, hein. L'Amiga qui disposait d'un blitter, donc qui permettait d'avoir, accès à des coprocesseurs. J'en avais déjà parlé dans d'autres lives, un coprocesseur mathématique qui permettait donc d'aller, remplir des zones, déplacer de la mémoire, de faire des effets graphiques un petit peu en déchargeant le processeur. C'est aussi, ce qui a fait le succès de l'Amiga à l'époque, c'est que le 68000 étant un processeur déjà extrêmement puissant, mais il était épaulé par du matériel autour qui était aussi extrêmement avancé et extrêmement puissant. Et donc, c'est ce qui a fait vraiment un petit peu le succès de ce genre d'architecture. Et donc, je parlais du 68000 qui a évolué tout à l'heure. Le 68000, donc il y a eu les petits défauts de jeunesse, j'en parlais tout à l'heure sur la lecture du registre de statuts qui ont été corrigés. Mais par contre, ce processeur a évolué dans différentes versions. Donc le 68008, hein, qui était donc une version cost-down du 68000, le 68010 qui venait rajouter, qui venait corriger les petits défauts de jeunesse. Et ensuite, il y a eu toute une lignée de 68000, de descendants de 68000 qui est arrivée derrière, le 68020, le 68030, le 68050, et chacun venait rajouter des fonctionnalités ou corriger, on va dire, enrichir le jeu d'instructions et enrichir ce microprocesseur, donc qui a été utilisé donc dans de nombreuses machines. Je pense notamment aux Apple Macintosh qui ont commencé par un 68000, ils ont eu des 68020 dedans, des 68030, etc. Et tous avec une adjonction de MMU permettaient donc d'avoir des systèmes finalement moderne. Et je pense aussi aux stations Sun Microsystem. Alors dans mes archives, là j'ai une station Sun 3. Un jour, il faudra que je la sorte et que je fasse peut-être un live dessus. Elle fonctionne normalement toujours. Et dedans, j'ai un 68020 avec une MMU. Donc c'est une station Sun 3 qui date de 1984, je crois, de mémoire. Et donc, ça permettait d'avoir donc des stations de travail qui étaient extrêmement performantes à l'époque, car basées sur ces générations de 68 000 qui se sont succédés, qui ont pu rajouter donc une gestion mémoire beaucoup plus avancée, qui ont pu ajouter aussi des instructions supplémentaires au jeu d'instructions initial du 68 000, donc apporter énormément de confort à la programmation et aussi une puissance assez intéressante. Quand je le rappelle, hein, quand nous avions nos IBM PC, entre guillemets, à l'époque, avec du 80-86 ou du 80-88, qui est une version un petit peu light du 80-86, ou quand le 286 est arrivé sur le marché avec sa gestion du mode protégé tout à fait perfectible, on n'était pas du tout dans le même domaine. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement, ce qui a percé sur le marché, c'est pas la meilleure architecture, c'est celle qui a eu le meilleur poids sur le marché et peut-être le meilleur effort commercial, peut-être, je ne sais pas, qui fait que finalement l'architecture 68000 s'est un petit peu diluée au fur et à mesure du temps, n'a pas percé autant que les architectures Intel. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors je vois Sun, alors Nida qui nous dit Sun a eu du MIPS à un moment donné. Alors non, c'était pas du MIPS, ils ont eu du Spark. Sun a beaucoup propulsé le Spark puisqu'ils ont déjà eu des machines à base de processeurs type Motorola 68000 et quelques, et ensuite sont arrivés sur du Spark, Ultra Spark, etc. De mémoire, ils n'ont pas du tout fait de machine avec du MIPS dedans, mais à corriger. Par contre, c'est Silicon Graphics, évidemment, là je le vois arriver, qui a énormément misé sur le MIPS, donc processeur RISC. J'avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur le RISC il y a plusieurs mois de ça, je vous conseille d'aller la voir. C'est probablement la meilleure vidéo de ma chaîne. Non, je déconne. Et donc Silicon Graphics qui a énormément investi sur l'architecture RISC et donc l'architecture MIPS aussi, mais pareil qui, malgré tous ces avantages, n'a pas réellement percé sur le marché grand public, domestique ou professionnel ou semi-professionnel. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ça, pour ce tour d'horizon du 68000. On pourrait en discuter des heures. D'un point de vue développeur, c'est développé en assembleur sur du 68000, c'est du bonheur parce que c'est un jeu d'instruction extrêmement bien conçu, c'est extrêmement plaisant.
mais ça a aussi l'avantage d'avoir un processeur comme ça, c'est que ça a permis aussi d'avoir, accès à des compilateurs aussi assez avancés et plutôt efficaces, du fait de son jeu d'instructions assez avancé et bien conçu, des compilateurs C, des compilateurs Pascal. Ça a permis aussi de pouvoir faire des portages de systèmes Unix directement sur ces machines. Sachez que sur un certain nombre de machines, notamment des machines Atari, Atari Falcon et autres, il y a eu Unix qui a été porté dessus, des versions d'Unix qui ont été portées dessus, et donc qui permettaient donc de faire tourner quand même des applications professionnelles sur ces machines. Donc on voit à quel point ces machines étaient avancées pour l'époque, comparé encore une fois à l'écosystème PC qui arrivait et qui était quand même très très loin derrière et qui a mis des années à rattraper son retard. Encore une fois, c'est pas la meilleure architecture qui est gagnée. Et comme toujours, c'est pas forcément le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui a peut-être le meilleur impact commercial ou le meilleur, les meilleurs sponsors derrière, j'ai envie de dire. Mais si l'IBM PC avait eu un 68 000 à la base, comme ça aurait pu être le cas, peut-être que le marché domestique, le marché de l'informatique personnelle et professionnelle aujourd'hui serait peut-être très différent. Ou pas, c'est difficile à dire. Voilà pour ce petit sujet sur le Motorola 68000. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était peut-être, en tout cas tout de suite, mon dernier live sur les microprocesseurs. Un de ces quatre, je ferai un live sur le X86 et il y a beaucoup à dire dessus parce que il y a tout un historique et il y a énormément de documentation disponible sur le sujet. Mais là, je vais peut-être maintenant, j'ai fait 3 sujets d'affilée sur les microprocesseurs un petit peu antiques. Pour les processeurs x86, je le garde peut-être pour une prochaine fois. Donc, on parlera évidemment du 81-88, du 80-86, du 186, du 286, du 386, du 486. Et pareil, aujourd'hui, on paye le poids des années d'héritage de ces microprocesseurs. Mais bon, j'en parlerai une autre fois. Voilà, eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live aujourd'hui. On va aller chez notre ami Titi Moby qui doit nous attendre sur son live, j'imagine. Il doit nous avoir préparé beaucoup de choses très très intéressantes comme d'habitude. Donc, encore une fois, la semaine prochaine, il n'y aura pas live, puisque je vais aller donner un cours. Donc, le prochain live sera donc dans 2 semaines. Voilà. Et donc, j'essaierai de vous trouver un petit sujet très sympathique. Voilà. Donc, on fait le petit raid des familles chez Thierry. Moi, d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.